On a le plaisir de retrouver Vincent Kutkowitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Est-ce qu'il faut que je vende mon appartement pour m'acheter une caravane, supprimer mes biens immobiliers? Non, on va essayer de garder sa résidence principale. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt de se poser la question, notamment pour tous ceux qui détiennent des biens locatifs. Est-ce que c'est le moment de vendre? Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, on pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent encourager effectivement, en tout cas, à se poser la question. Alors, on va reprendre de façon méthodique. C'est vraiment votre marque de fabrique. Ouais. Comment est-ce qu'on bâtit ce raisonnement? La première question que vous vous posez, c'est quelle est la rentabilité réelle d'un bien immobilier? Ce qu'on constate en fait lorsqu'on va voir nos clients, c'est que la plupart du temps, les gens calculent mal la rentabilité de leurs biens immobiliers. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les loyers qui tombent, ils ne tiennent pas toujours compte des charges réelles qu'on peut attribuer finalement à ces revenus, mais au-delà de ça, surtout, ils oublient de rapporter ces loyers à la valeur actuelle du bien immobilier, il la compare à la valeur d'acquisition. Donc, imaginons que ça a été... qu'elle s'est fortement appréciée, on imagine. Exactement. Alors, pourquoi il faut faire le calcul le bon calcul, c'est de rapporter donc ces loyers nets de charges à la valeur actuelle. Pourquoi? Parce que si on doit faire un arbitrage par rapport à d'autres placements, d'autres actifs, il faut le comparer à ces actifs-là, à la valeur d'acquisition aujourd'hui. Donc, le vrai calcul, c'est ça. Et quand on fait ce calcul-là, on se rend compte que contrairement à ce que les gens pensent, le rendement de l'immobilier, c'est autour de 5, voire 6-7%. En réalité, à combien en réel alors? En réalité, en moyenne en France, on est plutôt en net autour de 1,5-2% dans le meilleur des cas. Bon, et c'est là où vous dites il faut comparer donc ce rendement réel de l'immobilier avec d'autres placements, pour voir s'il y a des arbitrages intéressants à faire ou pas. Et après, on va voir pour quelles raisons aujourd'hui on pense que l'assurance vie, on va nous dire, on parle souvent de l'assurance vie, mais l'assurance vie reste l'alternative finalement au patrimoine immobilier, surtout pour les gens qui veulent avoir des revenus tout au long de l'année, qui veulent éventuellement avoir des revenus complémentaires. L'assurance vie dans ce cas-là, avec une allocation en unité de compte, on verra ça après, permet d'être une alternative à l'immobilier. Alors on va voir en effet le match immobilier assurance vie. Mais auparavant, pour finir sur ce volet immobilier, on a des rendements réels qui se sont dégradés avec la hausse des prix et puis il faut intégrer aussi tous les coûts. On en est où en termes de marché sur l'immobilier? C'est une autre raison pour laquelle on pense qu'aujourd'hui on est un peu à une croisée des chemins. Parce qu'on a l'impression que les prix ne font que monter. C'est-à-dire que les gens se disent, ok, peut-être que j'aurai peut-être un meilleur rendement sur d'autres produits, mais si mon appartement monte en termes de prix, je gagne de l'argent aussi en dormant. Tout à fait. En fait, il faut reprendre la séquence par rapport à la baisse des taux. Les taux ont fortement baissé ces dernières années. On constate qu'actuellement on est plutôt sur le fond. On attend plutôt maintenant une remontée progressive des taux d'intérêt. Donc le fait que les taux étaient bas, ça a permis à un certain nombre de Français de revenir sur le marché, d'être solvables d'un point de vue immobilier et de pouvoir acquérir dans de bonnes conditions des biens immobiliers. Sauf que maintenant, en fait, avec les prix qui ont augmenté ces derniers temps, notamment là, on regarde une étude qui est sortie très récemment de l'Observatoire du Crédit Logement qui indique que sur le troisième trimestre 2017, les prix ont augmenté parfois de 13% dans certaines grandes villes françaises. Et donc en fait aujourd'hui, quand on compare ou on intègre le mix prix de l'immobilier et crédit, taux du crédit, on se rend compte que c'est plutôt plus défavorable aujourd'hui que cela n'était le cas, par exemple, avant la crise des subprimes de 2007. Ce que vous dites, c'est que en fait, les taux ne peuvent pas aller beaucoup plus bas. Non, ils vont plutôt même remonter. Le plancher. Et donc, finalement, la possibilité d'acheter un bien immobilier arrive presque à sa limite pour une grande partie du marché. C'est exactement ça. Et si maintenant, en plus, les taux se mettent à augmenter, il est probable que ce soit un accélérateur, en fait, à rendre encore plus inaccessible le marché de l'immobilier aux particuliers. Donc, si ça arrive comme cela, comme on l'envisage, ça va probablement gripper un moment et ça va rendre plus difficile la possibilité de céder des biens immobiliers. Or, on est aujourd'hui dans un contexte où il y a des questions à se poser, des arbitrages à faire entre l'immobilier et les autres placements, notamment au regard du fait que l'IFI arrive. Alors, on parlera de l'IFI, mais alors les autres placements, vous pensez donc assurance vie, c'est aussi un de vos placements préférés. En tout cas, c'est une enveloppe qui permet de faire un certain nombre de choses dans lesquelles on peut mettre un certain nombre de placements. Les avantages comparatifs entre immobilier et assurance vie, quels sont-ils? Alors, si on regarde notamment les préoccupations des Français en termes d'épargne aujourd'hui, quand on leur pose des questions, il y a une étude qui est sortie très récemment aussi là-dessus, qui indique que la première préoccupation des Français, c'est de pouvoir transmettre
leur patrimoine à leurs enfants ou à leurs descendants, peut-être à leurs petits-enfants. Ça vient en fait généralement en première, selon les études, en première préoccupation. En deuxième préoccupation, derrière le fait d'obtenir des revenus supplémentaires, d'améliorer son quotidien, notamment lorsqu'on est à la retraite. Et donc sur ces enjeux de transmission, l'immobilier en soi, c'est souvent beaucoup plus compliqué à transmettre. L'immobilier en direct, un bien locatif, c'est plus compliqué à transmettre que l'assurance vie qui bénéficie des avantages fiscaux en termes de transmission. Je rappelle la règle des 152 500 € si on a investi avant 70 ans. Bon, sans rentrer dans le détail, l'assurance vie permet de transmettre dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'immobilier en direct. Donc ça, c'est un atout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et un autre élément, c'est que lorsque, par exemple, on veut, là aussi, éventuellement, on a besoin d'une somme pour se lancer sur un projet, par exemple, financer des études à l'étranger de ses enfants, casser un bien immobilier pour en tirer 50 000 €. On ne peut pas vendre la salle de bain dans un studio ou dans Alors un que, F2. Voilà, tout à fait. Là, l'assurance vie permet complètement de répondre à ces attentes-là, sans même d'ailleurs casser un contrat d'assurance vie. On peut parfois faire appel aux avances que permettent de faire le contrat d'assurance vie. C'est une forme de crédit qui est gagé sur les actifs qu'on a logés dans sa compagnie d'assurance vie. Donc vous dites, il faut en effet se poser la question, et ce d'autant plus qu'on a l'IFI qui arrive, ce fameux impôt sur la fortune immobilière. Ouais, alors on rappelle que pour ceux qui sont à l'ISF, finalement, ça ne change pas grand-chose, parce que si vous aviez un périmètre immobilier, en tout cas, vous ne paierez pas plus. Mais vous paierez au moins sur ces biens immobiliers, et ça force aussi à se poser la question. Exactement. On a fait le calcul que, par exemple, quelqu'un qui a un patrimoine immobilier à 100% en immobilier, qui est à 2 millions, évalué à environ 2 millions d'euros, c'est une charge annuelle, l'IFI, de 7 000 € environ. Pour obtenir 7 000 € de revenus complémentaires, il faut investir à peu près 200 000 € et avoir un taux de performance autour de 3,5-4%, ce qui est déjà un niveau de performance net élevé. Donc finalement, ce n'est pas négligeable. La somme que les Français vont dépenser en IFI n'est pas négligeable, et on peut se poser la question aujourd'hui de faire cet arbitrage-là, sans bien sûr tout mettre à la cave, sans bien sûr céder complètement son immobilier, mais d'aller dans une logique de diversification supplémentaire. C'est un point important. On n'est pas là pour dire vendez tout, il faut être complètement avec zéro immobilier. Mais en tout cas, pour certains profils, certains peuvent se poser la question du périmètre de son patrimoine immobilier et de l'optimiser avec les arguments que vous nous avez présentés. On a vu l'essentiel. Est-ce qu'il y a encore un point? Il y a un élément qui me paraît important quand même pour les personnes qui se posent la question et qui pourraient nous interroger sur le fait qu'on peut aussi mettre de l'immobilier dans l'assurance vie. Je rappelle en fait le contexte, c'est éventuellement tout ce qui tourne autour des sociétés civiles de placement immobilier ou des OPCI. Il est question actuellement que, même si la réponse définitive n'a pas encore été obtenue, puisqu'on se pose la question de savoir si ça va être intégré à l'IFI ou pas. A priori, ça devrait l'être, sauf bonne surprise. Et il n'empêche que donc finalement, les SCPI, les OPCI sont encore une alternative qui permettent de mettre de l'immobilier dans son assurance vie, certes, mais là, l'avantage compétitif qu'on a par rapport à l'immobilier en direct disparaît, puisqu'on sera quand même soumis à l'ISF ou à l'IFI sur ce type de placement. Merci Vincent pour ces explications. Vous restez avec nous parce que de l'immobilier à l'investissement dans les PME, il y a un lien. C'est la volonté politique actuelle, financer l'économie dite productive. On en parle tout de suite avec Xavier Antonios, le président du directoire d'1, 2, 3 IM.